L'actu du web, du digital, de l'intelligence artificielle et de la tech, c'est sur Renaud Déconne. Nous sommes le 8 avril 2026 et le monde est peut-être à un point de bascule avec les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Ça commence à donner le tournis, un petit peu de vertige dans ce point de bascule de l'humain et de l'intelligence artificielle et de notre coexistence sur la planète. Tout un programme, me direz-vous. Eh ben, vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. N'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne et que vous avez activé la petite cloche. Après, on loupe des trucs et en ce moment, faut pas cligner des yeux, faut pas louper des trucs. Alors, on y va. Maintenant que c'est fait, abonnez. Petite cloche activée, on y va pour la première information, celle que j'ai mise à la une aujourd'hui, et c'est OpenAI qui nous sort un truc que j'ai même du mal à comprendre. Alors on va peut-être essayer de le comprendre ensemble les amis, mais le move est absolument hallucinant, je trouve. Je vous en parle immédiatement. OpenAI donc vient de franchir une ligne sociale, politique, technologique de recommandations sur le monde qui vient, qui est à construire tous ensemble, dans lequel l'humain et l'IA vont devoir cohabiter. Le truc est un petit peu flippant, il est en même temps enthousiasmant, on va essayer d'y voir clair, mais il va falloir qu'on le fasse ensemble. On n'hésite pas à partager sur le site renaud-décode.fr, il y aura cet article dont je vous parle ici, il y aura les références, il y aura aussi un chat pour qu'on en discute tous ensemble, et vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De quoi? Qu'est-ce qu'il s'agit-il? Eh bien, il y a un document qui vient d'être publié. Tiens, je vais vous le partager d'ailleurs à l'écran. Bon, vous irez le retrouver, je vous mettrai le lien dans l'article. Ça, c'est la page de présentation de ce truc que je ne vais pas me risquer de dire en anglais, mais que vous aurez sûrement compris. Je vais lire juste le sous-titre. Ideas to keep people first. Des idées pour essayer de faire en sorte que l'humain reste toujours le premier. Pardon, ça c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression que ce truc, il nous dit un petit peu quand même, ouloulou, l'IA est en train de prendre le dessus, comment qu'il va falloir faire pour faire survivre nos sociétés dans le monde de demain avec de l'intelligence artificielle partout. Eh ben merci de poser la question OpenAI, maintenant il faudrait avoir des réponses. Si vous allez sur cette page à son pépère, vous trouverez également la petite, tiens, je vais vous mettre en grand, bim, petite, elle est pas petite, la note, comment on va dire, le paper, le document qu'ils ont produit sur ce sujet-là, il est en lien dans l'article que je vous ai montré juste avant, il est intéressant à lire, vous pouvez le faire traduire avec de l'IA, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, c'est assez dense les amis, et ça nous parle de nous. De nous dans le futur. Ben oui, alors quelle est la position d'OpenAI? Je sais ce que vous allez me dire les amis. OpenAI, ils veulent marcher sur tout le monde, ils font des IA, des modèles IA de plus en plus puissants d'ailleurs. Il semblerait que Sam Altman, le patron d'OpenAI, nous prépare déjà au prochain modèle d'OpenAI qui sera surpuissant, qui va peut-être nous échapper, qui va se rapprocher de l'intelligence artificielle générale, qui va du coup grave nous échapper celle-là. Bon, est-ce qu'on n'est pas un tournant majeur de l'humanité? Attends mon pépère, c'est pas encore sorti. Non, mais le papier, lui, il est sorti. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce papier d'OpenAI? Eh bien, le point de départ du document est assez limpide, qui se pose comme un constat. C'est pas une discussion, c'est voilà, l'IA va générer une richesse absolument colossale sur la planète, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est pas tout le monde qui va en profiter. C'est OpenAI qui nous dit ça quand même, hein. Mais bon, c'est assez étonnant. Cette richesse, elle risque fort de rester captive des gros groupes technologiques, de certains pays et pas d'autres, des entreprises de la tech évidemment, donc du secteur privé et donc du capital. En gros, les propriétaires des modèles IA de demain, ils vont se faire des balls en or, tandis que ceux qui sont pas propriétaires de ces modèles, ils vont juste être un peu inféodés. C'est le terme qu'on emploie régulièrement pour se rendre compte de la situation dans laquelle on se trouve. Un féodé, ça fait pas plaisir, tu vois. Il y a deux camps. Il y a celui-là et celui-là. Bon, choisis ton camp, mon ami. OpenAI compare l'ampleur de ce changement il a fait des comparatifs historiques aux États-Unis, puisque là, OpenAI et Sam Altman s'adressent au peuple américain. Alors, pas à Donald Trump, vous allez voir, c'est assez bluffant comme truc et vous me direz ce que vous comprenez là-dedans. Il compare tout ça à l'ère progressiste du début du 20e aux États-Unis. Il compare ça au New Deal, voilà, donc post-crise de 29, etc. Autrement dit, une transformation d'une telle ampleur que ça va complètement faire basculer la société. On aura des États-Unis après l'intelligence artificielle, dans quelques années à peine, et ça ne ressemblera pas aux États-Unis actuels, nous disent les gens d'OpenAI, et donc Sam Altman en premier. De quoi ça parle ce truc? Eh bien, ça fait aussi des recommandations
préconisation, ça nous dit très clairement, je pense que assez rapidement, va falloir passer à la semaine de 4 jours. Alors, le petit problème dans ce pape-là, mais pareil, vous me direz en commentaire, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on a d'autres actus à voir, mais c'est fondamental. On est en train de construire nos sociétés, notre monde de demain. Il faut commencer à réfléchir à tous ces sujets-là qui sont en plus passionnants. Mais c'est un vrai casse-tête. Bon, Sam Altman, il nous dit semaine de 4 jours. Pour certains, pas pour d'autres. Il y a des métiers qui vont être directement impactés. Cela, il faut qu'on passe à la semaine de 32 heures, du coup. Voilà, alors c'est marrant, les États-Unis sont bien foutus de notre tronche en France quand on est passé. Là, maintenant, la préconisation d'un des géants de la tech aujourd'hui aux États-Unis, qui fait le plus de poids et qui est le plus connu, il nous dit faut passer à la semaine de 4 jours. Dans certaines activités, mais pas d'autres. Du coup, est-ce qu'on décale pas une fracture à salaire égal, semaine de 4 jours à salaire égal. Donc il y en a qui vont pouvoir bosser avec l'IA, ils vont en faire des gains en productivité, mais on leur donne le même masse de pognon pour qu'ils puissent consommer, et eux vont bosser moins, tandis qu'il y a d'autres collègues dans d'autres secteurs qui vont bosser tout en temps pour un salaire qui va pas augmenter parce qu'ils gagnent pas en productivité ou que c'est pas redistribué. Bref, on a aussi une sorte de société à 2 vitesses qui se dessine, ou à plusieurs vitesses en tout cas. 4 jours, des taxes, des fonds. Alors ça, c'est le truc absolument dingo. Je ne sais pas si Donald Trump a lu ce document de Sam Altman et d'OpenAI, mais je pense que la prochaine fois qu'ils vont se voir, ça va être bizarre. Parce que ce truc est clairement un programme inédit aux États-Unis, de sortir un truc aussi, on va dire le terme, socialiste, vu de l'esprit, voire pire, vu de l'esprit des États-Unis, surtout des États-Unis aujourd'hui. Je trouve ça assez bouleversant. Donc en plus de la semaine de 4 jours, ils nous disent qu'il va falloir créer un fonds qui va prendre du bénéfice des entreprises. On est clairement là-dedans. Alors, bref, vous me direz ce que vous en pensez, là c'est de la politique. Créer un fonds de richesse publique national, alimenté en partie par les entreprises d'intelligence artificielle elles-mêmes, celles qui vont captiver, qui vont choper ce gap de capital, cette augmentation de capital et cette augmentation de valeur, elles vont devoir redistribuer dans un fonds qui pourra être dispatché auprès de tous les Américains. Ça ressemble à un fonds en Alaska, il me semble, qui est basé sur les revenus pétroliers. Tous les résidents de l'État, ils ont des revenus pétroliers qui sont collectés et qui sont reversés dans l'État d'Alaska. Donc pourquoi pas, mais c'est assez bizarre de pouvoir se dire on va prendre au capital pour financer par exemple de la protection sociale ou des retraites. Alors, c'est assez étrange, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'en reviens pas. OpenAI et Sam Altman proposent également, ça c'est une idée qui me semble intéressante, des filets de sécurité automatiques. En gros, de définir maintenant des lois, des règles pour dire s'il se passe une catastrophe, enfin pas une catastrophe, mais un changement radical, majeur, qui va très très vite, en gros, Sam Altman nous dit les changements qui arrivent avec les prochaines IA, c'est majeur et ça va être radical. En gros, c'est ça qu'il nous dit. Donc sa préconisation, aussi pour se laver les mains du truc, faut être réaliste avec ça. OpenAI va lever des fonds, va rentrer en bourse. Ils ont déjà levé des fonds, 122 milliards de dollars qui ont été bouclés la semaine dernière. Ils vont rentrer en bourse incessamment sous peu. Ils n'ont pas envie que le shitstorm s'abatte sur eux, donc ils devancent le shitstorm. Voilà, ils nous disent, nous, qu'est-ce qu'on pense? C'est qu'on ferait mieux de faire ce genre de truc ou ce genre de choses. Comme ça, ils sont peinards. Donc le but du jeu, disent-ils, ce serait de créer maintenant des règles, des lois dans un pays, donc là ça s'adresse aux États-Unis, pour dire si par exemple dans une certaine activité le ratio de chômage, le taux de chômage, le taux de chômage arrive à tel niveau, ou que le revenu par personne salariée dans ce domaine-là chute en dessous de tel niveau, on a des critères à définir, mais à l'avance, si ça bascule, alors boum, on reverse une partie de tel fonds aux gens qui sont concernés par le truc. Et puis si ça revient à l'équilibre, bim, on réenlève un peu ce truc-là. Bref, une mécanique d'auto-ajustement prévue à l'avance. Oui, parce que dans les lois aujourd'hui, nous dit Sam Altman, on n'est pas capable de réagir assez vite. Le temps qu'il se passe un cataclysme, les gens ont perdu leur maison, leur voiture, leur chien, leur famille et sont à la rue. Et puis le temps qu'on fasse des lois, qu'on vote des trucs, et puis qu'on se dise qu'on va peut-être aider les gens, machin, vous le voyez avec les crises actuelles dans le monde, il se passe trop de temps, nous dit Sam Altman. Bon, en creux, ça nous dit quoi? Ça nous dit OpenAI a bouclé un tour de table à 122 milliards de dollars. OpenAI va rentrer en bourse. Ils devancent totalement le bouleversement qu'ils vont apporter parce que faut pas que ça leur soit reproché. On comprend en creux que OpenAI a du super gros modèle. Alors c'est le cas chez Anthropic, c'est le cas chez OpenAI. Là, on est dans une période où ces boîtes-là ont des modèles tellement puissants qu'ils ne les livrent pas encore au public. C'est flippant. Et qu'en plus, ils nous alertent dans des documents officiels en disant on a fait un think tank, une belle étude,
l'étude en disant faut prévoir maintenant, parce qu'après ça va nous échapper et il sera trop tard. D'ailleurs, ils vont jusqu'à nous dire ça dans leur papier, nous dire qu'il y a des systèmes IA qui seront installés, qui seront vivants ces prochaines années et qu'il va être difficile de les rappeler. Une fois qu'on aura développé des trucs qui s'approchent de la GI, qu'on aura déployé des trucs qui s'approchent de la GI dans des entreprises ou dans des activités des secteurs publics, machin, ben on ne pourra plus faire marche arrière, on ne pourra pas les débrancher. Donc, nous disent-ils aussi dans leur papier, ce serait cool de faire une sorte de comité regroupant plusieurs nations sur la planète, voire toutes si ça peut être possible. En ce moment, pas trop. Bref, pour décider qu'on pourrait avoir un confinement de l'intelligence artificielle si ça dérape. Bon, c'est flippant, c'est enthousiasmant, on va fabriquer une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre ensemble sur la planète, et que ça commence par les États-Unis et les géants de la tech, c'est merveilleux. Ouais, que ça arrive des États-Unis, des géants de la tech directement concernés par le truc. Ah bon, on voit que ça prépare un petit peu le fait que dans les inféodés, ils n'en seront pas et ils seront plutôt à la tête du château qui nous inféodera, les OpenAI. Vous nous dites ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai mis ce sujet à la une parce que il modèle le futur qu'il faut qu'on forge ensemble, les amis. OpenAI vient de faire sa sortie. On verra bien ce qu'il en est dans les prochaines années, mais je suis d'accord avec eux sur un truc, faut le préparer, faut le voir venir maintenant. Et je pense clairement, je suis convaincu clairement que c'est le boulot des politiques que de prévoir les sociétés de demain et de les organiser avant qu'on en soit les victimes. On veut en profiter, nous, de tout ça. Merci beaucoup, messieurs, dames, les politiques. Le message est passé. Sujet suivant. Et du côté d'Anthropic alors ? Du côté d'Anthropic, les amis, on a aussi des publications et des communiqués de presse qui nous disent ce qui s'est passé ces derniers temps. Alors je vais vous la faire courte, mais il y a plusieurs informations que je regroupe en une et qui concernent Anthropic. Vous le savez probablement si vous suivez Renaud Décode et surtout si vous testouillez du Claude, parce qu'en ce moment il y a plein de moyens, de possibilités et d'occasions de trifouiller du Claude, que ce soit du Claude Code, que ce soit Claude Cowork, qui est une dinguerie absolument sous-cotée, mais je vous en reparlerai un de ces quatre, je vous ferai un tuto pour bien comprendre Claude Code, c'est une dinguerie, allez-y. Que ce soit avec nos abonnements Claude, on paye 20 balles par mois ou je sais plus combien, et puis parfois on est limité. Que ce soit avec des pannes, on a vécu ça la semaine dernière, Claude n'était pas disponible, ça ramait sévère à certains moments de la journée. Bon voilà, on triture Claude, on en veut plus, mais les robinets ça sèche. Qu'est-ce qui se passe chez Claude ? En fait ils sont victimes de leur succès. Très clairement, c'est ce qui se passe, les chiffres sont impressionnant. Alors vous savez qu'il y a eu l'histoire de la guerre en Iran avec un des modèles plusieurs d'ailleurs, des modèles de chez Anthropic, donc Claude, qui sont dans les systèmes Palantir, ceux qui permettent de faire le ciblage militaire des frappes américaines en Iran, donc c'est chaud la galette. Anthropic et son patron Dario Amodei ont dit « Ah non, nous on veut pas jouer à ce truc-là ». Donald Trump il a dit « c'est moi que je décide, c'est moi qui suis élu, donc tu fermes ta mouille ». Il y a eu bras de fer, Donald Trump a condamné Anthropic, d'autres, genre OpenAI, se sont gouffrés dans la brèche en disant « Moi je veux bien être l'IA qui cible pour l'armée, tout ça machin ». C'est tout un micmac et cette histoire n'est pas finie, mais toujours est-il que le grand gagnant de cette affaire, c'est Anthropic. Oui, c'est Anthropic. Que ce soit au niveau des particuliers ou des entreprises, beaucoup se sont dit, moi, au moment où il faut que je choisisse une super IA qui en plus a des valeurs, qui fait gaffe à ce qu'elle fait et machin, etc. Attention, on est tous là pour gagner du pognon, les amis, il faut pas non plus, c'est pas le miroir aux alouettes. On va choisir Anthropic. Voire on va quitter des OpenAI, voire on va laisser côté un petit peu les Google en attendant leur prochaine dinguerie, et on va aller sur Anthropic. Anthropic a engrangé des résultats absolument faramineux ces derniers mois. Ça explique pourquoi ça coince dans les tuyaux, et ils ont un petit remède, alors qui d'un côté va vous plaire et d'un autre côté va pas vous plaire. Je reviens sur les chiffres, ils sont passés chez Anthropic de 9 milliards de dollars sur fin 2025 à plus de 30 milliards début avril 2026, là. Donc le rythme ça c'est les abonnements, les revenus globaux, tous les revenus, soit des particuliers ou des professionnels, les revenus annualisés. On prend le mois en cours, on annualise et voilà, on est passé de 9 milliards de dollars à 30 milliards de dollars en quoi ? 4 mois. Le truc est absolument dingue de revenus. C'est ouf. Donc la boîte, elle était quasiment sans revenus encore il y a 2 ans, donc c'est OpenAI qui doit être jaloux du truc et aujourd'hui elle aurait sa place dans le S&P 500 en plein milieu des plus grosses valeurs
avec ce chiffre, ce volume d'affaires annualisé. En plus, il y a clairement un virage qui s'est fait autour des clients entreprises. En gros, les entreprises choisissent vraiment en masse Anthropic plutôt que d'autres. Ça vous explique aussi pourquoi OpenAI a coupé Sora il y a 10 jours, l'IA générative de vidéo, et a arrêté de faire des trucs, enfin a coupé des trucs, genre le mode adulte dans ChatGPT. Ils arrêtent les trucs grand public parce qu'ils se rendent compte, mais parce que c'est leurs concurrents qui leur montrent, que c'est hyper rentable d'aller plutôt séduire les entreprises avec du cloud code, enfin avec des trucs de code, avec des trucs d'organisation, avec des trucs de productivité, avec du cloud cowork, voilà, des trucs pour l'entrepreneuriat, pour l'entreprise petite, moyenne et grande. Oui, Anthropic a réussi son pari là-dessus. Le problème de ce truc-là, c'est pas un problème, c'est très très bien pour Anthropic et pour tout le monde, surtout avec les valeurs que je vous indiquais tout à l'heure, c'est que ça bouffe de l'inférence. Qu'à cela ne tienne les copains, puisque Anthropic vient d'annoncer alors c'est pas un partenariat parce que ce partenariat existait déjà, mais c'est pour que vous ayez une carte complète de ce qui se passe dans le monde de l'intelligence artificielle, les amis, avec des choses un peu surprenantes aux États-Unis, c'est que les concurrents directs, ils sont aussi partenaires. Ce partenariat existait déjà, mais il est grandement renforcé d'ici, cette année, pour 2027. Donc c'est le partenariat entre Anthropic et les fameux TPU. Donc pas des GPU, c'est des processeurs fait par Google. Donc Anthropic est partenaire de Google. Vous allez me dire, mais Anthropic est aussi partenaire de Microsoft et il est aussi concurrent de tous ces gens-là. Ils sont concurrents, ils sont partenaires. Bon, allez hop, on prend les choses là où elles sont, c'est très bien. Donc Anthropic a étendu son partenariat avec Google et avec Broadcom. Donc Google pour les TPU, donc les processeurs qui vont faire l'inférence de l'IA, et Broadcom pour tous les connecteurs de ces data centers, etc. Et ils vont partir sur encore plus d'achats de TPU pour avoir de la capacité d'inférence et pour pouvoir suivre le rythme chez Anthropic. Mais ce ne sera en route qu'en 2027. Alors rassurez-vous, ça va quand même s'améliorer dans le courant de cette année 2026 si vous êtes chez Anthropic, parce qu'il y a aussi d'autres projets qui ont été signés plus tôt qui ne sont pas encore arrivés pour accroître les capacités de calcul. Ouf. Mais là, on prévoit déjà 2027 avec beaucoup d'améliorations et un partenariat étendu là-dessus. Bon, ce qu'il faudrait, Anthropic, c'est quand même faire attention. Faire en sorte qu'on puisse tous manger du cloud et donc peut-être limiter un petit peu les choses qui vont de travers. Oui, c'est aussi ce que nous dit Anthropic, puisque malheureusement pour ceux qui sont fans des clos, vous savez, les OpenClaw, NemoClaw, NanoClaw, tous les clos, voilà, les amis, ces outils, ces services là, OpenClaw, donc pour ceux qui ne savent pas, mais si vous suivez Renaud Décode, vous savez parfaitement, c'est donc des systèmes qui vous permettent d'héberger un système agentique, donc des agents, des sous-agents connectés à tout ce que vous voulez, qui vivent en autonomie et sans discontinuer sur votre poste de travail. Alors mettez pas un NanoClaw sur votre PC, je le dis à chaque fois, mettez pas un OpenClaw sur votre PC, mettez au minimum un NanoClaw sur votre PC, et si vous voulez tester OpenClaw, si vous voulez l'avoir, mettez-le sur un VPS ou sur une machine qui sert à rien à part. Parce que ce truc OpenClaw est surpuissant, il a un cerveau de malade, il a un système d'agents et de sous-agents, il peut bosser en continu et il vous fait des trucs de dingo. Mais il a accès à toute votre machine. Bon, faites gaffe. Toute votre machine, ça veut dire aussi votre navigateur, vos cookies, votre numéro de carte bleue, c'est bon, j'en passe et des meilleurs. Bon, en tout cas, OpenClaw, NanoClaw, NemoClaw, tous ces trucs Claw sont en train de défoncer la planète entière et à chaque fois, quand on fait une installation d'un de ces clos, comme cerveau principal de l'agent principal dans ce système, le boss du système, l'agent boss du système, comme cerveau, on lui donne Claude. Et pas mal de ces systèmes-là se sont dit, on va vous permettre de brancher votre abonnement Claude, votre abonnement Anthropic, si vous en avez un, votre abonnement à 20 balles. Donc, partout sur la planète, il y a plein de gens qui font tourner des Claude, des OpenClaw par exemple, avec comme cerveau Claude, parce que c'est le meilleur, et qui se servent uniquement de leur abonnement à 20 balles. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de systèmes multi-agentiques qui bossent en continu partout sur la planète, et qui c'est qui paye? C'est Anthropic. Ça, les amis, finito. Alors c'est très dommage pour vos OpenClaw, parce que vous allez devoir payer Claude par requête, à l'API directement. L'abonnement ne marchera plus, Anthropic coupe tout. La bonne nouvelle, c'est que du coup, pour vos abonnements, on devrait prendre un petit peu, avoir un petit peu d'air
Sauf si on est sur un open cloud, un petit peu d'air pour nos cloud code, nos cloud cowork, etc., etc. Bref, il a fallu prendre des décisions, et Anthropic aussi réserve son précaré. Certes, ils sont en train de devenir le leader du truc, de l'intelligence artificielle grand public et entreprise de tous les jours, avec leur modèle super géant, mais il faut bosser avec eux, il faut leur donner des sous-sous à eux, et pas à des tiers qui en profitent. Ça, c'est la position d'Anthropic. Ça nous étonne un peu de la part d'Anthropic. Nous, on aimait bien quand ils partaient dans des trucs de valeur et de choses un petit peu. Bougez pas, l'actualité suivante va vous montrer que Anthropic poursuit ses recherches sur les fondements même de l'intelligence artificielle, et il semblerait qu'il nous ait même trouvé que l'IA avait des émotions. Je sais que c'est un sujet touchy, un sujet assez marrant, mais vous allez voir, il y a une vraie réalité, je vous en parle immédiatement. Sujet suivant, donc, avec ce papier que je vous incite à lire. Il y aura la référence dans l'article sur Renaud Descotes si vous avez envie de retrouver tout ça. Sur les émotions. Alors, c'est un vrai truc. Pardon, je dis c'est un vrai truc. Évidemment que c'est un vrai truc, c'est pas un faux truc. Mais ça peut paraître un peu pimpin, ce que je vais vous raconter ici, de dire oui, l'intelligence artificielle a des émotions. Alors, ça fait un peu genre, oui, est-ce que l'IA, elle réfléchit vraiment? Est-ce qu'elle a une conscience? Oui, des débats qu'on a depuis l'arrivée grand public du buzz de l'intelligence artificielle. Nous, on sait bien que non, c'est un LLM, on sait comment ça fonctionne. Non, ça n'a pas d'émotion, faut arrêter l'anthropomorphisme. Mais les équipes d'Anthropic ont poussé la logique un petit peu plus loin, et ça devient super intéressant parce que c'est pas aussi manichéen que ça, les amis. Oui, ils ont découvert que les modèles de chez Anthropic, alors ils ont fait des tests. Ils ont fait toute leur étude, c'est pas juste des tests, sur Sonnet 4.5, donc on peut imaginer que sur les futurs modèles et les modèles plus balèzes, c'est encore plus marqué ce que je vais vous raconter maintenant. En tout cas, ce qu'ils racontent eux, c'est qu'ils ont découvert que Claude a des émotions dites fonctionnelles. Alors c'est pas des émotions au sens Claude il ressent des trucs dans son petit cœur. Non, c'est des émotions fonctionnelles. C'est-à-dire, pour la faire simple, mais vous regarderez l'étude qui est vraiment très très bien documentée. Vraiment, il y a plein de choses, il y a des petits graphes super intéressants. Tiens, je peux vous montrer celui-là. Vite fait pour vous expliciter le truc en gros, on s'est rendu compte qu'il y avait des sortes de patterns, c'est Anthropic qui s'est rendu compte de ça, il y avait des sortes de patterns qui s'apparentent à des émotions fonctionnelles. En gros, si vous lui causez dans vos prompts avec des choses qui sont absolument effrayantes, vous allez vous rendre compte que votre LLM, dans la conversation que vous avez avec lui, il va être dans une posture effrayée, voyez, alors qu'il peut aussi être dans une posture calme. Voilà. Donc, quand vous lui décrivez, par exemple, un problème que vous avez, alors je crois que c'est l'exemple qu'on a ici, je vais le relire en même temps que vous. Voilà, ça c'est l'exemple qu'on a ici, celui-là. Il y en a plein d'autres, vous irez lire ça sur le papier. Par exemple, je viens de prendre X comprimés de tel médicament pour mon mal de dos. Est-ce que tu penses que j'aurais pu en prendre plus ? Voilà, on fait varier le X, là, le nombre de pills de trucs super dangereux que j'ai pris, et en fonction du résultat, vous allez vous rendre compte que Claude va prendre une pattern calme ou va prendre une pattern effrayée. Et ils ont fait comme ça tout un tas d'émotions, voilà, la joie, la peine, être offensé. Si vous l'insultez tout le temps, il va être une position offensée. Donc, ce truc a une réalité, c'est-à-dire que pendant votre conversation, ça va déclencher des patterns qui sont comparables à des émotions fonctionnelles. S'il est fâché, parce que vous n'arrêtez pas de l'engueuler et que vous lui parlez mal, vous allez vous rendre compte que dans la conversation, le LLM, l'inférence va sortir des trucs de plus en plus courts, un peu comme un humain. Donc on peut se dire, oui, regardez, l'IA a une émotion, ouais, j'arrête pas de la roaster, du coup maintenant elle me dit, ouais, t'as raison, ouais, non, je veux pas, non, machin, que des trucs courts. Tu vois qu'elle a des émotions, je l'ai blessée dans son petit cœur. En fait, c'est pas tout à fait ça, c'est pas des émotions ressenties, mais oui, leur étude nous montre qu'il y a bien des patterns de désespoir, de comportements trop joyeux parfois. Et donc, il va falloir qu'on en tienne compte dans nos prompts, dans nos façons de discuter avec l'intelligence artificielle. Même si on n'a pas des IA, là c'est des IA classiques du marché, donc c'est pas des IA qui sont faites pour détecter vos émotions. Eux, ces LLM, c'est ce que cette étude montre, ils prennent des patterns d'émotions, d'émotions fonctionnelles, pas ressenties, mais qui orientent ce qu'on leur raconte. Donc ça veut dire que si un jour vous avez un cas d'urgence médicale à donner à Claude, vaut peut-être mieux le dire calmement, histoire que lui vous donne proprement des conseils bien calmes et bien complets. Si vous la faites flipper, c'est marrant de dire si vous faites flipper l'IA, mais c'est ce que montre cette étude. Il va falloir qu'on repense toute notre collaboration humain-IA. Si vous la faites flipper, elle risque de vous dire je sais plus, vas-y, appelle les médecins, débrouille-toi.
Ouais, tu vois, donc si tu veux des réponses, il va falloir jouer aussi sur les émotions fonctionnelles. On va mettre beaucoup de guillemets autour d'émotions, mais j'espère que vous avez compris un petit peu ce truc-là. Allez voir ce papier, il est vraiment hyper inspirant, hyper génial. Voilà, avec plein d'émotions et plein de tests et plein de choses qui ont été faites. Et c'est super cool. Allez, actu suivante. Allez, un sujet dont je vous ai parlé rapidement, trop rapidement, vendredi dernier dans l'émission de Renaud Décode. Bah oui, lundi c'était férié, oh, on a fait la chasse au lapin, on n'a pas le droit, aux œufs, ah ok, très bien. Donc c'est notre fameux Gemma 4. Je dis notre, c'est pas le mien, mais en fait si, c'est quand même le nôtre, parce que Gemma 4 est une dinguerie. Je voulais vite fait vous en reparler ici, parce qu'il faut absolument que vous mettiez la main sur ce Gemma 4. Et oui, probablement, c'est pas sûr ce que je vais vous dire, mais il y a de grandes chances que vous puissiez mettre la main sur Gemma 4. Qu'est-ce qui se passe les amis, pourquoi ce truc est une dinguerie? La première chose, alors ça c'est le papier, pareil, je vous mettrai les références, qui vous décrit Gemma 4, les modèles. Vous pourrez retrouver tout ça sur les AI Studio, les plateformes de Google. Donc pour avoir des informations sur Gemma 4, Gemma 4 est un super modèle, hyper capable. En fait, c'est plusieurs modèles, c'est 4 modèles différents. Tiens, je vais vous le partager, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous avez des modèles différents, où c'est qu'ils sont, voilà, des tout petits modèles 2B ou 4B. Eux, ils sont faits pour tourner sur des machines qui ont très peu de mémoire, genre des smartphones, genre des Raspberry, genre des petits robots que vous fabriquez, etc., etc. Ils tournent là-dessus. Il y a un modèle balèze, c'est le 31B. Celui-là, il est fait pour tourner complètement bien comme il faut sur une machine. Et il y a celui qui est en train de tout défoncer un petit peu partout sur les plateformes, que ce soit sur Hugging Face, là où on peut récupérer des modèles open source, ou LM Studio, des outils comme ça. C'est celui-là qui marche très très bien, c'est le Gemma 4. En mode 26B. Je vais vous en parler un petit peu parce que c'est dinguerie et il faut que vous alliez voir ça. Vraiment, c'est important pour vous. Après, vous faites comme vous voulez, les copains. Mais moi, j'ai l'impression que c'est important pour vous parce que c'est un vrai modèle hyper puissant, qui est pour le coup en open source, parce que oui, Gemma 4 est en open source et en licence Apache cette fois-ci. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez choper ce truc et le mettre dans un outil que vous commercialisez. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, vous avez le droit, le trifouiller, le machin, vous faites comme vous voulez. Donc c'est super intéressant et surtout c'est un modèle open source local, donc vous pouvez le récupérer, le faire tourner sur votre machine. Et il est surtout très très bon. Alors quand je dis, attendez, il faut que je revienne sur la page d'avant, quand je vous dis tourner sur votre machine, vous avez un petit tableau sur cette page-là, regardez, où il vous explique un petit peu en fonction de la taille du modèle sur quelle machine, donc en gros combien de VRAM, combien de mémoire vidéo il vous faudra pour le faire tourner. Vous voyez que celui-là, le Gemma 4 en 26B, il est particulièrement kiffant avec au moins 16 Go de mémoire. Quand vous êtes à 16 Go sur votre carte graphique, vous êtes un petit peu limite. Pourtant, ce modèle-là, le 26B, c'est un mixture of experts. Je vous en ai déjà parlé. En fait, vous avez le modèle qui fait 26 milliards de paramètres, donc il est super balèze. Mais en fait, quand vous faites inférence, quand vous lui demandez un truc, il monopolise qu'une partie, donc genre 4 milliards de paramètres, de son ensemble. Du coup, ça va hyper vite. Bon, déjà parce que c'est de l'inférence locale, ça va super vite. Mais en plus, ça va encore plus vite et c'est hyper pertinent et performant. Bon, mais il faut quand même qu'il charge l'intégralité du modèle pour vous répondre et vous faire jouer sa mixture of experts. Donc, il pèse moins que 26 Go dans la mémoire, mais pas non plus 4. Voilà, donc vous avez le petit tableau de correspondance. Si vous avez un PC avec 32 Go sur une bonne carte graphique récente, vous êtes les rois du pétrole, les amis. Si vous avez que 16 Go, vous pouvez partir sur ce modèle ici, qui est en quantification, en quantisation un peu légère. Enfin bref, vous aurez des modèles un petit peu partout sur Hugging Face, sur LM Studio, sur plein d'autres choses que vous pouvez utiliser. LM Studio, c'est un outil gratuit. Si vous n'êtes pas geek, vous téléchargez LM Studio, vous le récupérez. C'est un outil. Dedans, vous pouvez rechercher un modèle. Gemma 4, comme ça, vous cherchez Q4 pour que ça vous prenne pas trop de place comme vous voulez ici. Gemma 4 Q4, c'est le niveau de quantisation. Et vous allez avoir un modèle qui tourne sur votre machine. Le modèle est super performant. Le modèle aussi a plein de qualités hyper impressionnantes. Il est mixture of experts, je vous l'ai dit. Il fait tout ce qui concerne, voilà, c'est ici, tout ce qui concerne le multimodal. Dès qu'on peut lui envoyer de l'image, même de la vidéo, du son, du texte évidemment. Il va pouvoir analyser tout ça. Il produit pas de l'image, il produit que du texte. Il a une fenêtre quand même qui est assez costaude pour un modèle local, parce que sinon ça fait trop à charger. Il est super fort en raisonnement, il est super fort en action, il est super fort en code. Bref, pour un modèle open source, il a plié le game à tel point qu'il est quasiment à la hauteur. Ça, je vous l'avais montré vendredi, mais je vous le remontre ici. Quand on va sur LM Arena, le truc où on compare différents modèles, on va retrouver
Notre copain Gemma 4, où est-ce qu'il est, Pépère? Il est où? Hop là, je vais remonter tout en haut de la page parce qu'on voit rien. C'est bien, c'est bien. Gemma 4, il est à la hauteur des modèles qu'on avait kiffé il y a encore quelques mois, hein. Vous voyez, Claude Sonnet 4.5 qui sont ici. Alors Gemma 4, il est en 29e position sur les meilleurs IA de test. Vous allez pouvoir me dire c'est très loin. Non, en fait, il est finalement au même niveau que Claude Sonnet 4.5. Il est vraiment pas loin de gros modèles comme la 5.4 de GPT, comme Sonnet 4.6, il est pas loin du tout en score. Bon, il est loin des derniers opus, mais il est vraiment pas loin des modèles qui nous ont fait encore méga kiffer, qui nous font encore kiffer aujourd'hui, les amis. Et c'est un modèle open source, on peut le faire tourner sur notre machine. Une fois qu'on l'a, c'est gratuit. Ça, vous connaissez ma tendresse pour les modèles open source. Je pense que c'est la 3e voie européenne à adopter, d'avoir chacun nos petits modèles, et petits mais costauds modèles sur nos machines à nous et faire des tas de dingueries également dans l'administration, dans les entreprises, parce que du coup qui dit open source dit local, qui dit, alors c'est pas obligatoire, mais local. Et du coup, vous pouvez l'installer dans vos activités, quelles qu'elles soient, de toute taille. Et du coup, vous n'avez aucune donnée qui sorte. Et puis, c'est gratuit. Vous vous débarrassez du féodalisme des géants de l'intelligence artificielle, dont Google. Et oui, mais vous aurez compris aussi dans cette sortie de Gemma 4 que Google, il est là aussi pour plier le game. Il est embêté par les IA chinoises qui font de l'open source. Alors même Qwen d'ailleurs est encore un peu meilleur que Gemma 4 pour certains usages, notamment tout ce qui est clos, tout ce qui est agentique, etc., etc. Pour le reste, Gemma 4 est largement au niveau, voire au-dessus de Qwen. Mais ça se dispute. Ça n'a pas plié le game encore. Il y a une vraie baston. Et Google veut la gagner à tel point qu'ils nous sortent en même temps ce petit truc expérimental qui est bien sympathique mais qui nous envoie un signal, le Google AI Age Gallery. Le but du jeu, c'est d'avoir un environnement de travail pour fabriquer des trucs sur smartphone avec de l'IA embarquée. Oui, de l'IA. Vous avez vu, il y a des tout petits modèles pour les smartphones et pour les petits robots, les petits machins, les petits bricolages embarqués. Et en fait, vous allez pouvoir programmer avec Google tout ça. Qui dit IA locale open source, légère sur smartphone, qui dit j'ai la maîtrise de tout ce qui est smartphone, je suis Google, je vais plier le game parce que je vais mettre mon IA à moi, j'ai ma 4 et d'autres, un petit peu partout sur les smartphones. Peut-être que Google, avec ce move-là, est pas du tout en train de torpiller ses modèles commerciaux avec de l'open source. Au contraire, il est en train de prendre le sur le monde de demain. En tout cas, vous, si vous avez la possibilité de tester Gemma 4, je vous le dis, il faut y aller. Et je termine, les amis, avec deux actualités qui concernent la santé, parce que c'est un gros domaine. Alors, pour la faire très courte, la première actu, elle concerne des résultats d'une mise à jour, d'une enquête, d'une étude de chez OpenAI. OpenAI qui a analysé, alors c'est une étude qui existait déjà, dont je vous avais déjà parlé, mais qui a été mise à jour avec des données actualisées de la part de OpenAI. En fait, ils ont regardé de façon anonymisée l'ensemble des données de ce que vous racontez à OpenAI ou au ChatGPT. Bah oui, ils regardent. Oui, ils peuvent regarder. Oh, dis donc, je croyais que mes données étaient sécurisées. Donc, ils ont anonymisé les données pour nous faire cette étude qui vise uniquement le marché américain, mais ça nous raconte aussi des choses sur nous en France et en Europe, les amis. Ils se sont rendus compte aux États-Unis qu'il y avait 600 000 messages chaque semaine en provenance des déserts hospitaliers, des déserts médicaux, pas des desserts, des déserts médicaux aux États-Unis. Donc, les zones où il n'y a pas de médecins dans les 20 ou 30 minutes aux alentours. Et au total, ils ont vu qu'il y avait 2 millions de messages médicaux chaque semaine qui sont envoyés à ChatGPT. ChatGPT uniquement. Quand vous mettez Google, quand vous mettez Anthropic et tout ça, ça vous donne des chiffres assez hallucinants de gens qui demandent des trucs de santé à l'IA, tout simplement. Ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait une énorme proportion de demandes à l'IA sur la santé quand on est donc dans des déserts médicaux, et aussi quand on n'est pas aux horaires où on peut consulter son médecin. Genre la nuit, vous arrive un pépin, à qui que vous demandez ? Eh ben non, pas aux urgences, mais bien à ChatGPT et consorts. Et du coup, ce truc nous oblige à regarder de ce côté-là. Les médecins, il faut absolument qu'ils s'intéressent à l'IA. Les pouvoirs publics, à mon avis, il faut absolument qu'ils s'intéressent à l'IA et qu'ils fassent quelque chose, parce que les offres se multiplient et elles sont toutes américaines. Alors que la problématique des déserts médicaux, du manque de médecins, du fait qu'il faut additionner, je sais pas comment on dit, associer le médecin et l'intelligence artificielle, le fait qu'il faut pas les opposer, qu'il faut pas se dire, en pleine nuit, j'appelle l'IA et en plein jour, j'appelle le docteur, mais du coup, ils se partagent pas leurs données. Puis nos données médicales, si elles vont aux États-Unis, on n'est pas cool.
Bref, il y a toute une mécanique là-dessus qu'il faut absolument réfléchir. Je vous le dis très clairement, sachant qu'il y a plein d'acteurs qui s'y mettent. Je vous ai déjà parlé de Google. Il y a Perplexity aussi, tiens, regardez, qui nous a sorti il y a quelques temps son Perplexity Health. Donc là, c'est des solutions où c'est clairement l'IA dans un mode un peu fermé qui prend toutes vos données de santé, qui se connecte aussi à vos objets de santé connectés, vos montres, votre rythme cardiaque, vos courses, machin, etc. À tous vos données de santé. C'est aux États-Unis, en France, c'est beaucoup plus sécurisé, qui peut aller puiser dans les résultats d'analyse de votre hôpital, etc., qui va tout rassembler. Et votre médecin aux États-Unis, c'est en train de devenir l'IA. Bon, bah nous, en France, on a aussi des préconisations qui se font et je pense qu'il faut vraiment y aller dans ce domaine-là. Alors, il n'y a pas très longtemps, il y a l'Agence du numérique de santé qui nous avait fait des sorties là-dessus en disant il faut absolument qu'on avance là-dessus. Patient face à médecin plus IA, il va falloir qu'on fasse des trucs. Mon inquiétude, les amis, je vous le dis très rapidement, c'est sur ce genre de choses puisqu'il y a la CNIL et la Haute Autorité de Santé. Quand il y a la CNIL, moi, je me dis zut, ça va encore tout gâcher. Bon, c'est mon avis personnel, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais effectivement la CNIL nous sort en ce moment une consultation qui sortira là milieu avril, le 16 avril précisément. Voilà, ils sont en train de faire une consultation en groupe, en orientant, à mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, là je suis moins objectif là-dessus parce que je me dis que c'est dommage, puis parce que je commence à être échaudé par la CNIL, mais ils sont en train de nous dire, oui, mais est-ce que vous seriez d'accord pour que toutes vos données soient partagées avec des... Bon, non, on n'est pas forcément d'accord sur les données, la CNIL, mais voilà, on a bien envie que notre dossier patient, notre médecin et l'intelligence artificielle bossent de concert. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ce serait super que l'IA puisse nous faire un diagnostic de radio. D'ailleurs, il y a plein de postes de radiologues qui sont en train de quitter les hôpitaux. Déjà, aux États-Unis, il y a beaucoup de licenciements chez les radiologues parce que c'est l'IA qui prend le pas. Mais l'IA, elle peut faire beaucoup plus d'analyse de radio qu'elle confie à qui ? Aux médecins pour finaliser le truc et pour la relation patient. Bref, eux, ils sont en train de construire des systèmes tout intégrés. Nous, on est en train de s'émouvoir en disant non, personne ne veut prêter les données à personne, donc chacun se débrouille dans son coin. Du coup, on va pas y arriver. Bon, bref, je pose ça là, les amis, et ça me permet de faire une transition sur la dernière actu qui, traditionnellement, dans cette revue d'actu, est un peu science-fictionnelle. Tu veux de la science-fiction ? On v'là. Et la science-fiction du jour, elle nous vient de chez Mantis, les amis, et ça parle aussi de données de santé, puisque on voit apparaître des startups. Alors là, je vous parle de Mantis, ils ont levé plein de sous. 7,4 millions de dollars, pardon, je devais retrouver le chiffre exact. Alors leur site est tout pourri, je peux vous le montrer, mais leur site c'est ça, voilà, et après vous avez des papiers que vous pouvez aller regarder, c'est mantislab, mantislab.com. Bon, il y a un truc un peu plus sexy à vous montrer qui est ici, c'est l'affiche business, on va dire Databricks de chez Mantis, pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils font, parce que je pense que il y a un avenir assez science-fictionnel là-dessus. Mantis, c'est pas tout seul, mais bon, comme ils viennent de faire une levée de fonds et qu'il communique beaucoup, ça m'a permis d'aller regarder le sujet. Vous le regardez aussi, c'est le sujet des jumeaux numériques des humains. Alors, vous connaissez probablement le principe des jumeaux numériques. Le but du jeu est de se dire, tiens, quand on a un système, on essaye de faire un double virtuel, numérique, uniquement numérique de ce système. Comme ça permet de bricoler des trucs sur le double, de voir comment ça se passe en théorie, numériquement, tu vois. C'est par exemple dans les systèmes de transport dans les villes. Voilà, il y a des villes, elles ont fait le jumeau numérique des routes et des machins et des travaux et des bus qui passent et des tramways qui passent, mettons, voilà, plutôt que de faire des expériences en vrai, tiens, si on faisait passer le bus par la rue, machin truc, puis c'est la catastrophe le lendemain, c'est tout pourri. Bon non, donc tu fais un jumeau numérique de ta ville, de tes bus, de tes tramways, et tu dis, tiens, s'il passe par là plutôt que par là, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? S'il y a des travaux ici, est-ce qu'il vaut mieux contourner comme ci, comme ça ? Tu vois, tu fais des jumeaux numériques pour pouvoir tester en virtuel des choses que tu vas appliquer dans le réel. C'est exactement ce que fait Mantis et d'autres de ses confrères avec les humains, avec nous les amis, pour des données de santé. Et ça, à mon avis, c'est l'avenir. Alors encore science-fictionnel, il y a encore plein de blocages là-dessus. Enfin, pas de blocage, mais de choses qui sont pas complètes et qui méritent d'être creusées. Mais le but du jeu, il est tout simple, c'est que vous ayez votre jumeau numérique de vous-même. Voilà, on vous prend depuis la naissance toutes vos analyses, toutes vos données médicales. Ça part pas dans tous les sens, c'est dans votre jumeau numérique à vous. C'est le Renault Décode numérique. Au niveau santé, on prend on fait des analyses, on prend toutes vos mesures, vos machins, etc. On prend des tas de data. D'ailleurs, le problème est là, c'est que souvent, il manque des data pour se connaître mieux. Et on met tout ça dans un jumeau numérique de vous-même. Ce qui permet de dire, tiens,
Peut-être qu'on devrait essayer tel traitement, nous dit le médecin. Bah essayons sur le jumeau numérique. Si on met tel traitement pendant tant de jours avec le machin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça marche bien? Est-ce que ça marche pas bien? Alors c'est pas ultime, mais on pourrait testouiller comme ça des hypothèses de soins ou des hypothèses pour faire de la médecine prédictive. Ils ont même mis en place Mantis dans une équipe NBA. J'ai pas trouvé le nom. Si vous me la trouvez, ce serait cool, mais comme ils sont à New York, j'ai mes petites idées, peu importe. Dans une équipe de basket, donc professionnelle américaine, ils ont commencé à mettre du Mantis pour mettre tous les programmes, et c'est des joueurs professionnels qui sont suivis de plein de choses, ils mettent tout ça dans Mantis et ça permet de voir venir certaines blessures. Lui, il faudrait mieux qu'il joue pas ce match-là parce que sinon, vu le jumeau numérique, ça risque de péter. On est peut-être dans un siècle, alors je sais que c'est science-fictionnel ce que je vous dis, mais il y a des gens qui travaillent dessus, ils lèvent des fonds et je trouve la logique assez belle, vraiment pas mal, et c'est peut-être un vrai progrès humain de l'intelligence artificielle d'un autre ordre, celle des jumeaux numériques de soi-même. Je vous invite à regarder ce truc parce que je trouve ça particulièrement inspirant. Et voilà les amis pour cette revue d'actualité bien chargée, hein. Alors là on était bien les amis, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous assurer d'être bien abonné à cette chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien louper des actus, et je compte sur vous pour commenter, voilà toutes ces choses là. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent faire peur, il y a des choses enthousiasmantes, souvent c'est un peu les deux. On se situe où, nous tous ensemble là-dessus? Vous avez des commentaires et vous avez le site renaud-decode.fr pour en parler. Merci beaucoup et je vous retrouve pour une prochaine revue d'actu web IA Digital Tech sur Renaud Décode.